RMC After Marseille. Karine Galli. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Marseille. Nous allons revenir sur le succès de Marseille en Belgique. 3-2 sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions. Pour parler de ce match ô combien important pour la suite de l'aventure européenne de l'OM, Rémi Dumont bien sûr. Tout va bien ? Ça va et toi ? Salut tout le monde. Et on prend la direction de Marseille. Fabrice Lamperti, journaliste au quotidien La Provence et suiveur de l'Olympique de Marseille depuis de longues années. Salut Fabrice. Salut Karine, salut Rémi, bonjour à tous. Fabrice. On vous rappelle donc que mardi soir, l'OM s'est imposé en Belgique 3-2. Un troisième succès dans cette phase de groupe. Le deuxième de rang après celui face à Newcastle. Le bilan de l'OM dans cette Ligue des Champions, c'est 3 victoires, 3 défaites en 6 matchs européens. Et l'OM est actuellement 16e. Donc l'OM est dans les clous. On va voir justement la une de La Provence de ce mercredi. Libéré. Oui, parce que ce fut compliqué ce match et il fallait absolument gagner. Les Marseillais qui finalement donc gagnent 3-2. On reviendra sur les scénarios avec ces buts refusés pour des hors-jeux pour l'Union Saint-Gilloise. Fabrice, un petit mot déjà pour ce titre. C'est vrai que Marseille restait sur 2 résultats décevants en Ligue 1, que ça soit le nul face à Toulouse et surtout la défaite contre Lille. Et il y a ce scénario de match avec cette fin de match qui est allaitante. Donc c'était vraiment la libération effectivement au coup de sifflet final. Ouais, c'est la libération, comme tu le dis, et comme on l'a justement titré, parce que c'est un succès qui fait un bien fou, au niveau comptable, puisque on l'a dit en préambule, l'OM a 9 points, l'OM est 16e, l'OM est en ballottage favorable pour la qualification pour les barrages. C'est un succès qui fait un bien fou aussi pour la confiance après les 2 couacs en championnat contre Lille et contre Toulouse. Et je pense que voilà, même si la prestation, tout n'a pas été parfait, et on va avoir l'occasion d'y revenir dans les prochaines minutes, mais voilà, ça replace l'OM dans une dynamique plutôt positive, alors qu'il reste 2 matchs, l'avenue de Monaco en championnat et le 32e de finale de Coupe de France avant que l'année 2025 se termine. Rémi, à l'intérieur du quotidien, il y a également ce titre, la lumière au bout du tunnel. Et c'est vraiment ça parce qu'il y avait un contexte particulier. Et puis il y a une fin de match, on en parlera, de ces 20 dernières minutes très compliquées. Marseille rentre à la maison avec le sourire, mais tout aurait pu basculer de façon beaucoup moins joyeuse. Ah ouais, puis à quelques centimètres près, puisqu'il y a eu 2 buts pour hors-jeu refusés, dont notamment un de David Promesse qui s'est joué peut-être à quoi, 1 centimètre, un demi-crampon, mais a fait du bien cette victoire pour l'OM parce qu'il y avait le contexte évidemment, et puis c'est surtout que si il ne gagnait pas ce match-là, c'était presque quasiment cuit pour une éventuelle qualification, ne serait-ce que pour les barrages. Donc là, ça fait du bien. Puis surtout, il y a du caractère parce que on va y revenir, mais c'est vrai que l'OM a pris une fâcheuse habitude en ce début de saison, c'est soit de prendre un but dans les premières minutes du match ou d'en encaisser un en fin de match. Et c'est là où on voit que Marseille a un petit peu progressé, parce que certes ils ont pris un but en début de match, mais ils ont su tenir le score, même si ça s'est joué à pas grand chose pour l'OM, et revenir avec la victoire. On rappelle effectivement le scénario du match. Marseille qui est mené dès la 5e minute, donc ça commençait très mal finalement. Pachao qui égalise à la 15e. Greenwood permet aux Marseillais de mener jusqu'à 3-1. On est à la 58e minute à ce moment-là. Et puis il y a ce nouveau but de l'Union Saint-Gilloise à la 71e minute. Donc les Belges qui réduisent l'écart et cette fin de match très compliquée. Mais on va revenir d'abord sur aussi les choix de Roberto De Zerbi, parce qu'on s'était posé la question lors du match face à Lille. Est-ce que ces choix étaient bons ou pas ? Là, il est resté à nouveau sur une défense à 3, mais il y avait des hommes marquants qui n'étaient pas là au coup d'envoi, Balerdi et Pavard. Balerdi rentrera seulement à la mi-temps, Pavard ne jouera pas. Et puis il y a également ce choix du meneur O'Reilly. Est-ce que Fabrice, tu as été convaincu ? On sait que De Zerbi fait beaucoup d'essais, qu'il doit faire tourner aussi parce qu'il parle des blessures et de gérer son effectif. Est-ce que tu trouves que finalement ce qu'il nous a proposé mardi en Ligue des Champions, c'était une bonne formule, sachant qu'effectivement, Rémi l'a rappelé, l'entame de match n'est pas bonne du tout de l'OM? Une bonne formule, c'est difficile à dire puisqu'elle n'a pas été amenée à durer. Et pour savoir s'il y a une bonne formule, je pense qu'il faut que ça se répète sur plusieurs matchs pour pouvoir bien l'évaluer. C'est une formule surprenante, ça c'est sûr, avec Aguerd entouré de centraux que ne sont pas Murillo et Emerson. Donc même si Murillo a un petit peu d'expérience en axial droit dans une défense à 3, mais clairement quand on a Balerdi et Pavard dans son effectif, c'est vrai qu'on pense plus à ces joueurs-là pour occuper un tel rôle plutôt qu'à Murillo qui revenait de blessure, qui a traîné une petite blessure à la cuisse pendant quelques temps. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant, ça a beaucoup surpris, tout comme la titularisation d'O'Reilly qu'on n'avait plus vu depuis pas mal de temps. Je pense que Roberto De Zerbi tâtonne toujours, qui fait
avec les moyens du bord quelque part, parce qu'il a encore beaucoup de blessés et ça l'oblige un peu à repatiner son effectif de manière très régulière, qu'il a besoin de faire souffler d'autres joueurs. On sait que Aguerd est toujours handicapé par une pubalgie, même si ça s'est un peu moins vu à Saint-Gilles, alors que ça s'était beaucoup vu à Lille, que Pavard a beaucoup enchaîné les matchs, que certains ne sont pas très réguliers. Donc c'est ça qui l'amène à faire des changements qui des fois peuvent paraître, voire un peu décondenser les plus fidèles supporters de l'OM. Oui, Rémi, un peu déroutant. On avait été surpris des choix face à Lille. On a été également surpris des choix face aux Belges, même si le résultat, effectivement, n'a pas été le même. Oui, et puis surtout que, rappelez-vous, en début de saison, quand on voit notamment les derniers transferts sur la période du Mercato, avec Benjamin Pavard notamment, avec Medina, on se demande si finalement Roberto De Zerbi ne va pas jouer avec une défense à 3, voire à 5, suivant comment on place les pistons. Finalement, c'est ce qui est en train de se passer, parce que à la base, si on part du principe, parce que la question lui avait été posée, mais la défense plus ou moins de base, c'était Medina à gauche, Aguerd en défense centrale avec Balerdi, voire Benjamin Pavard à droite. Là, c'est en train d'évoluer parce que tout simplement, il essaye, je pense, et comme le disait Fabrice, de trouver la bonne formule. Alors après, évidemment, c'est en fonction des blessures. Rappelez que Ahmed Traoré Junior est blessé depuis quasiment qu'il est arrivé au match face à Lyon. Amine Gouiri aussi, ce sont des joueurs qui pourraient apporter des solutions, que ce soit dans l'axe, notamment sur le front de l'attaque ou sur un des côtés, mais comme ils sont pas là, il est obligé d'utiliser plus ou moins les mêmes joueurs. Je pense notamment à Paixão ou à Aubameyang et évidemment Greenwood, mais ce qu'on voulait vous montrer aussi, c'était les buts que Marseille avait encaissés en début de match, et on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs depuis le début de saison. Il y en a notamment 4 sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, que l'OM a joué, puisqu'ils ont encaissé un but face à Newcastle en Ligue des Champions dès la 6e minute de jeu. Contre Toulouse en Ligue 1, c'était au bout de la 14e minute. Face à Lille, c'est au bout de la 10e minute que Ethan Mbappé marque son but. Et puis justement, ce mardi soir, c'était dès la 5e minute face à l'Union Saint-Gilloise, où on voit que peut-être effectivement, quand on parle de système tactique, on voit que ça a très vite ses limites, parce que les joueurs doivent aussi se mettre au diapason tout de suite, parce qu'on voit que face à des équipes en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, ça se paye très, très vite et très cher lorsque l'équipe n'est pas vraiment en place et qu'elle prend un but dès le début du match. Fabrice, Rémi voulait revenir sur le fait que cette... Oui, justement, j'allais te lancer dessus. Parce que... Excuse-moi, Karine. Rémi voulait revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est symptomatique sur les derniers matchs. Est-ce que toi, tu l'expliques par ces changements récurrents au niveau tactique, ou aussi par l'enjeu? Parce que sur ces matchs-là, il y avait de l'enjeu. Newcastle, c'était à la vie, à la mort. Toulouse, tu peux être leader de Ligue 1. C'est finalement des scénarios qui se répètent. Alors Marseille, parfois, arrive à réagir et à renverser la situation, mais pas toujours. Quel est ton point de vue par rapport à ce problème qui doit être résolu? Parce que tu ne peux pas commencer toujours un match avec un poids comme ça au pied. Non, mais je pense que c'est un problème. Bon, vous le disiez, Rémi le soulignait, que c'est un problème qui est récurrent, comme les buts en fin de match. Et d'ailleurs, contre Toulouse, les deux se sont produits finalement en début de match et fin de match. Contre Saint-Gilles, ça a failli être la même aussi. Sur le système à 3, je suis pas aussi définitif que vous, parce qu'à Lille, c'était un système à 4 qui après a pu varier à 3 quand ils attaquaient, mais ils défendaient vraiment à 4. Moi, j'étais au stade Pierre-Mauroy à Decathlon Arena, comme on l'appelle désormais. Et du terrain, on voyait bien que c'était une défense à 4 quand l'OM défendait, et après ça bougeait. Rien n'est jamais figé, c'est jamais définitif, quand même, à le rappeler notre ami Didier Deschamps. Mais forcément, tous ces changements, ces ajustements d'un match à l'autre, ça pèse forcément sur les joueurs, qui doivent toujours réfléchir, raisonner différemment à leur positionnement, au positionnement de leur partenaire. Et des fois, ce temps d'adaptation fait que on laisse une petite faille à l'adversaire qui s'engouffre dedans et qui en profite. Et du coup, derrière, on est obligé de courir après le score. Des fois, ça marche comme à Saint-Gilles, des fois, ça marche pas comme à Lille. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout ça qui fait que c'est pas toujours simple à assimiler pour tout le monde, comme pour un Jérôme Merouli, par exemple, qui doit faire beaucoup plus que ce que un gardien classique doit faire désormais. Donc je pense que c'est tout ça qui est assimilé et qui fait que l'OM a du mal à bien aborder ces rencontres. Pour toi, c'est plus donc un problème effectivement d'assimilation tactique, de aussi complémentarité avec ses partenaires, parce que ça tourne beaucoup notamment derrière, plus que par l'enjeu du match, parce que c'est vrai qu'il y a eu des tournants
raté. Le match contre Angers, tu fais finalement 2-2. Le match contre Toulouse, on l'avait dit, c'était le match de la première place. En Ligue des Champions, il y a des points qui ont été perdus alors que tu te disais que tu pouvais faire quelque chose, que ça soit sur la pelouse du Real ou sur la pelouse du Sporting. Pour toi, c'est vraiment plus l'assimilation de ce que demande De Zerbi et pas un problème de cadre ou de joueurs qui sont parfois dépassés par l'enjeu. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Il y a tous ces changements incessants effectués par Roberto De Zerbi, plus après certains joueurs qui sont sans doute un peu fatigués. Regardez contre Toulouse, quand Roberto De Zerbi se tourne vers son banc, il fait rentrer qui ? Il fait rentrer Vaz, il fait rentrer Bacola, il fait rentrer Madi, et il fait rentrer un quatrième jeune dont le nom m'échappe. Il me semble aussi. Non. C'est Madi. C'est Madi, ouais, voilà. Il fait rentrer 4 jeunes, donc il a pas beaucoup de solutions pour, à ce moment-là, en tout cas, il a pas beaucoup de solutions pour essayer d'inverser le résultat. Donc tout ça mis bout à bout, fait que c'est pas toujours simple pour l'Olympique de Marseille, même si à l'heure actuelle ils sont 3e de Ligue 1. C'est vrai qu'ils ont laissé assez beaucoup d'opportunités d'être plus proches encore de la tête, mais ils restent toujours dans les clous. Voilà, si ça se passe mal contre Monaco, on en rediscutera volontiers dans un prochain podcast. Mais ils sont aux portes de la qualif en Ligue des Champions, avec toutes ces limites, tous ces problèmes qu'il va falloir gommer quand même assez rapidement. Et la trêve va sans doute pouvoir les aider à y parvenir. Fabrice en parlait, c'est vrai qu'ils se font punir en début de match, ils ont failli se faire punir en fin de match. On s'est amusé à compter depuis le début de saison les buts encaissés par l'OM après la 80e minute de jeu, et il y en a 7 au total. Il y a eu déjà lors de la première journée face à Rennes 90+1 dans le temps additionnel, face à Lyon 87e, face au Real Madrid 81e, face au Sporting 86e, on rappelle à 10 contre 11, face à Angers, tu le disais Karine, c'était dans le temps additionnel 90+6, face à l'Atalanta évidemment avec cette polémique à la 89e minute, face à Toulouse donc sur une touche à la 92e, ça fait 7 buts encaissés au total. Et justement Roberto De Zerbi a été interrogé à ce sujet à la fin du match face à l'Union Saint-Gilloise. Voici comment il explique ses buts encaissés en fin de match. Après le 3e but de Mason, ce n'était pas excellent mais assez bien. Et puis je crois qu'on a trop forcé à donner les ballons à l'avant. On n'a pas bien géré, on a fait des choses stupides et on a pris des buts. On est l'équipe qui a fait nul contre Angers, qui a perdu contre l'Atalanta. Comme vous le savez, les mauvaises fins de match sont quelque chose de récurrent chez nous. Les 3 joueurs offensifs ont perdu beaucoup de ballons, mais c'est une victoire méritée. Il est très difficile de gagner contre quiconque actuellement en Ligue des Champions. Les mauvaises fins de match sont récurrentes, les mots de Roberto De Zerbi, la déclaration est longue de l'entraîneur italien. Tu le disais Fabrice, ça va être vraiment un des axes à travailler pendant cette trêve. Alors après il y a la CAN et il y a malheureusement des joueurs majeurs qui vont quitter l'OM, notamment derrière. Mais ça sera ça sur lesquels il faudra vraiment que l'OM progresse en 2026. Ouais, ça fait partie des axes de progression de l'Olympique de Marseille, évidemment. Il y a une petite stat qui est intéressante d'ailleurs sur les fins de match. Rémi les a montrées. Il y en a une qui contrebalance aussi ça, c'est la victoire arrachée à Strasbourg dans les derniers instants avec ce but signé Murillo. Mais si jamais il y a un classement qui a été sorti il y a quelques temps, c'est que l'OM serait, sans le temps additionnel, l'OM serait leader de Ligue 1. C'était juste après le match de Toulouse. L'OM serait leader de Ligue 1 sans le temps additionnel. Bon, ça montre l'un des problèmes de cette équipe, c'est de réussir à gérer ça. Il y a sans doute un côté physique, comme on le disait un peu plus tôt, il y a sans doute aussi un côté mental, c'est-à-dire qu'il faut s'arracher jusqu'au bout, tout donner, quitte à avoir un dépassement de fonction, ce qui est pas toujours simple, et peut-être aussi des fois quitte à oublier les principes de Roberto De Zerbi qui veut toujours ressortir proprement les ballons dans des circuits hyper travaillés, hyper huilés. Peut-être que des fois un bon ballon bien balancé en tribune, ça peut faire du bien aussi, ça peut soulager tout le monde. Ouais, l'OM n'est pas adepte du Fergie Time. Ouais, puis il faut faire attention aux touches maintenant. L'ancien Manchester United. Il faut faire aussi effectivement attention aux touches longues. On débriefe la victoire de l'OM sur la scène européenne. C'était mardi soir sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. On vous le rappelle, un succès 3-2. Pachao et Greenwood par 2 fois avec Rémi Dumont et Fabrice Lamperti du journal La Provence.
De retour dans l'After Marseille, on revient sur la victoire cette semaine de l'Olympique de Marseille sur la scène européenne. Marseille est bien placé pour se qualifier au moins pour les barrages de cette Ligue des Champions. 3 victoires et 3 défaites en 6 matchs. Et donc ce succès sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, 3-2. Les buteurs Pachao et Greenwood. On va en parler justement de Greenwood. Il est également à l'honneur dans votre journal, Fabrice, avec ce fameux What else? Greenwood, on rappelle ses statistiques avec toi, Rémi. En Ligue des Champions, déjà, il en est donc à 3 buts, mais ces 2 buts-là, face à l'Union Saint-Gilloise, comptent énormément. Ils étaient très précieux. Ah oui, effectivement, puisqu'ils offrent la victoire à l'OM. Il y a aussi une passe décisive qu'il offre à Paychao avec cette talonnade, mais surtout cette saison, depuis le début de saison, toute compétition confondue. Mason Greenwood avec l'OM, c'est quoi? C'est 20 matchs, 13 buts, 4 passes décisives, c'est le meilleur buteur de l'OM et c'est le meilleur buteur de la Ligue 1 d'ailleurs, mais il est surtout 17 fois décisif en 20 matchs cette saison, ce qui montre son importance à l'OM. Fabrice, pourquoi ce titre de What else? Parce que dans le papier, vous parlez effectivement de l'apport de Greenwood, il est décisif sur le match, il fait gagner l'Olympique de Marseille, et puis il y a également ce point avec, on va dire ce point noir, ou en tout cas ce petit bémol, c'est qu'il n'est pas effectivement au taquet sur la réduction de l'écart de l'Union Saint-Gilloise. Et finalement, est-ce que ce match-là résume toutes les qualités et parfois tous les petits manques qui font que Greenwood est un joueur parfois exceptionnel et parfois un petit peu aussi agaçant? Oui, c'est ça, tu l'as bien dit. Greenwood est capable, dans le même match, de faire des gestes techniques incroyables et de se rendre coupable d'oublis assez fâcheux. On l'a encore vu mardi sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. Mais je pense que le what else de Ludovic Ferro, c'est pour dire quoi de plus, parce que son deuxième but, c'est un but à couper le souffle, quoi, tout simplement. Il est incroyable avec son dribble derrière la jambe, sa frappe ajustée côté opposé. Franchement, c'est vraiment un bijou de technique, de vitesse, un enchaînement somptueux. Alors oui, effectivement, il est agaçant des fois dans sa propension à ne pas suffisamment défendre son couloir. Même si je trouve quand même qu'il y a des progrès cette année par rapport à la saison dernière, où la saison dernière, il pouvait passer des matchs entiers à ne pas défendre. Il se faisait souvent rappeler à l'ordre et tirer les oreilles par Roberto De Zerbi. Cette année, j'ai trouvé qu'il a mis un petit peu d'eau dans son vin à ce niveau-là, qu'il a commencé un peu plus à s'améliorer. Et c'est vraiment le facteur X de cet Olympique de Marseille. On voit que quand il prend le ballon, il se passe un truc. À Lille, il est à 2 doigts de marquer un but exceptionnel. Il a failli le faire à Nice aussi, quasiment. Même si après on peut dire oui, il a oublié son coéquipier qui était démarqué sur le côté. Effectivement, sauf qu'il il a fait un rush de 60-70 mètres un peu plus tôt. Et s'il marque, c'est un but qui fait le tour du monde, quoi, tout simplement. Voilà, et après, voilà, oui, il y a des mauvais côtés, notamment ce côté défensif, il manque encore un petit peu de hargne, de niaque. Mais voilà, je pense qu'il est quand même sur le bon chemin, parce que c'est plus du tout ses prestations sont quand même plus consistantes que la saison dernière, et surtout il arrive à être beaucoup plus collectif aussi. Il arrive à faire briller les autres, pas tout le temps. Des fois, il y a encore ces vieux démons qui rôdent, qui ressurgissent de temps en temps, mais il sait aussi se montrer décisif avec ses partenaires. On rappelle qu'il a été le meilleur Marseillais, 8 dans le journal La Provence, 8 également dans nos confrères de l'équipe. Rémi, c'est l'homme qu'on ressort de cette prestation marseillaise, mais il y a évidemment un entraîneur qui en veut toujours plus. Ouais, parce que c'est pas parce qu'il a été élu homme du match, Mason Greenwood, sur ce match face à l'Union Saint-Gilloise, que tout est parfait. Et la preuve, c'est Roberto De Zerbi qui émet quelques critiques encore à propos de son joueur anglais. Je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe, mais même lui, quand on mène 3-1, doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer, à ne pas le perdre. Et ce n'est pas une exigence démesurée, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas content de Greenwood. C'est un grand joueur, mais dans ces moments, je pense qu'il doit aussi faire l'effort de garder le ballon un peu plus longtemps, de nous laisser respirer un peu plus, d'être plus constant en phase défensive, au moins en gardant sa position.
Ouais, parce que tu le disais, Karine, hein, sur le but, notamment le 3-2 de l'Union Saint-Gilloise, il n'est pas exempt de tout reproche. Fabrice en parlait, hein, la saison dernière, il se faisait tirer les oreilles, hein, sur son repli défensif, notamment, je pense au match face à Paris au Vélodrome avec la défaite 3-0, il est sorti à la mi-temps. Forcément, Greenwood rappelle qu'il est encore très jeune, hein, donc il a une marge de progression. Mais moi, ce que je voulais te demander, Fabrice, c'est est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup encore de travail à faire défensivement, ou c'est peut-être une autre façon de jouer de l'OM pour éviter justement d'être trop dépendant à Greenwood? Écoute, j'ai l'impression quand même cette saison que l'OM est moins dépendant de Greenwood que la saison dernière. Les buts se répartissent un peu mieux avec Aubameyang, Pexao et d'autres joueurs. J'ai plus la stat en tête, mais si on regarde, l'OM fait partie des équipes qui ont le plus de buteurs différents, Oui. depuis le début de la saison. J'ai plus le nombre exact en tête, mais on peut le retrouver. Après, c'est sûr que Greenwood, il y a forcément une Greenwood dépendance à un moment ou à un autre. Quand on voit le talent de ce joueur, et on va pas se raconter d'histoire, s'il était à Marseille à l'heure actuelle, c'est pas à cause de ses problèmes extrasportifs, hein, qu'il a rencontrés à Manchester United. Sinon, c'est un joueur qui doit jamais mettre les pieds à Marseille. C'est un joueur qui fait partie, qui doit faire partie d'un espèce de Gotha européen, voire mondial. Et puis, comme tu le disais, tu le rappelais, il est encore jeune. Et si Roberto De Zerbi dit ça, c'est parce qu'il connaît le potentiel de son joueur. Il sait qu'il peut faire beaucoup plus, et il est tout le temps sur lui, il est tout le temps derrière lui pour essayer d'en tirer le maximum, et il sait qu'il peut aller encore plus haut, et c'est aussi pour ça qu'il signe une telle sortie. Deuxième saison pour Greenwood à l'Olympique de Marseille. On le rappelle qu'il lui a fallu aussi un petit peu digérer, hein, son arrivée à Marseille, et le fait qu'il joue énormément alors qu'avant il était quand même un petit peu moins sollicité, notamment à Retafe, et là qu'il enchaîne Ligue des Champions et championnat. Oui, d'autant plus que c'est l'année de la confirmation, puisqu'il a fait une très bonne saison pour sa première année à Marseille. Il termine d'ailleurs co-meilleur buteur, hein, de Ligue 1 la saison dernière avec Ousmane Dembélé. Mais peut-être que quand ma question à Fabrice, elle était un petit peu orientée, parce que quand on regarde s'il fait moins de travail défensif, c'est parce qu'il apporte beaucoup offensivement, que le jeu est essentiellement guidé peut-être par ses dribbles, alors qu'on voit qu'en termes de meneur de jeu, Roberto De Zerbi, en termes de numéro 10, dans son 4-2-3-1, a beaucoup expérimenté. La preuve avec Matt O'Reilly, qui a joué 6 fois en tant que numéro 10 meneur de jeu cette saison à l'OM. 7 fois pour Angel Gomez, 3 fois pour Bilal Nadir, 1 fois pour Daryl Bakola, c'était face évidemment à Newcastle en Ligue des Champions, 1 fois avec Amine Gouiri, qui avait d'ailleurs joué avec Aubameyang devant lui en tant que numéro 10, pour montrer aussi que, voilà, mine de rien, ce sera peut-être un des axes du prochain mercato pour l'Olympique de Marseille, essayer peut-être de trouver un meneur de jeu. Et ça, c'est Mehdi Benassia qui va s'y coller forcément, mais montrer que, voilà, si Greenwood est parfois limite entre guillemets défensivement, c'est peut-être parce qu'il donne beaucoup offensivement, parce que le jeu repose sur lui. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Fabrice? Ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse. On peut y revenir point par point, mais je pense effectivement que l'OM va sans doute jeter un coup d'œil au poste de meneur de jeu, même si on sait que ça bouge beaucoup dans le football actuel, évidemment, et d'autant plus dans le football prôné par Roberto De Zerbi. Mais Angel Gomez déçoit jusqu'à présent, même s'il a mis 3 buts. Matt O'Reilly est quand même branché sur courant très alternatif, donc c'est compliqué. Bilal Nadir, pour moi, est encore beaucoup trop tendre à ce niveau-là. Son entrée mardi est quand même très compliquée. Le contexte n'est pas évident, évidemment, mais voilà, son entrée est compliquée. Daryl Bakola, beaucoup trop jeune aussi, même s'il est très prometteur, évidemment, et je pense que Roberto De Zerbi va l'utiliser avec parcimonie pour ne pas l'envoyer trop vite au feu. Et puis après, oui, l'OM se repose énormément sur lui. Et regardez de l'autre côté, parce que Pexao au départ était arrivé pour être une espèce de pendant sur le côté gauche de Mason Greenwood, et puis en fait, regardez comme il se dépouille. Alors effectivement, après ça lui joue des tours au niveau offensif, il n'est pas toujours lucide, il fait pas toujours les meilleurs choix au moment de se retrouver devant la cage adverse, mais regardez quand même, ça débauche d'énergie dans son couloir gauche, il se retrouve latéral gauche assez régulièrement, ce qui n'est pas son poste, hein. On a pu le voir sur le premier but de l'Union Saint-Gilloise, évidemment, où il sait pas vraiment ce qu'il doit faire, défendre, pas défendre, attaquer, pas attaquer, et du coup, il est un petit peu en retard, et l'OM encaisse ce but-là. Mais voilà, l'OM se repose énormément sur Greenwood, et du coup, les autres sont censés en faire un petit peu plus, et notamment un Pexao dans le côté gauche qui ne compte pas ses efforts.
Mais Fabrice, est-ce que c'est pas un petit peu vain de trouver toujours ce fameux meneur de jeu, ce numéro 10 ? Parce que Rémi nous l'a quand même montré, finalement, il y en a beaucoup qui endossent le rôle, mais il n'y en a pas un qui se dégage. Et très souvent, d'ailleurs, au cours d'un match, ça change parce que forcément, ce qu'on a sur le terrain, à certains moments, ça ne fonctionne pas, donc ils cherchent des solutions. Est-ce que pour toi, c'est vraiment, en fait, finalement, la priorité du mercato hivernal, cette quête ? À une époque, c'était le grand attaquant, là, on est sur donc le meneur de jeu ? Je ne sais pas si c'est une priorité, mais en tout cas, l'OM doit forcément se pencher dessus, puisqu'on a vu que le casting n'était pas réjouissant jusqu'à présent. Après, peut-être qu'un Amine Gouiri qui est censé revenir après la trêve pour le Trophée des Champions, sans doute. Peut-être qu'Amine Gouiri peut remplir ce rôle-là. Donc c'est possible. Après, les meneurs de jeu à l'heure actuelle, les meneurs de jeu comme on l'entend, comme les romantiques l'entendent, ça n'existe plus. Dans le football actuel, quasiment, ça n'existe quasiment plus, évidemment. Donc, mais c'est peut-être ce joueur qui va réussir à faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, qui va apporter un peu plus de liant, qui ferait du bien, parce que jusqu'à présent, Angel Gomez n'arrive pas à le faire, même s'il a pu le faire contre Lorient, mais voilà, dans des matchs de moindre envergure. Sur du haut niveau, c'est plus compliqué. Mato Railé peut jouer plus bas aussi. Il avait été bon contre le Paris Saint-Germain, un cran plus bas. Donc voilà, donc c'est peut-être plus un joueur qui va réussir à bien faire la transition entre ces deux secteurs qui pourraient faire du bien plutôt qu'un meneur à proprement parler, ce qui n'existe quasiment plus, comme on le disait. Merci beaucoup Fabrice Lamperti d'avoir été avec nous. On vous rappelle les 2 rendez-vous en Ligue des Champions. Ça sera Marseille-Liverpool. Ça laisse des bons souvenirs des Marseillais. Ça sera le 21 janvier. Et puis le 28, déplacement à nouveau en Belgique face au Club Rouge. Et puis dimanche, ça sera la très belle affiche de cette 16e journée de Ligue 1. Marseille face à Monaco. Merci beaucoup à Fabrice Lamperti de la France. Merci beaucoup Rémi Dumont. Et puis si vous aimez nos podcasts, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Belle semaine à tous. RMC After Marseille.